Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 27 février 2022, le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn reçoit le représentant résident au Sénégal de l'ONUDI. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Christophe Yvetot, bonjour. Bonjour. Vous couvrez en plus du Sénégal le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie et vous suivez les questions du Sahel pour le compte de votre organisation. L'actualité internationale est dominée par la crise en Ukraine, plus précisément l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au-delà de la réserve diplomatique qui vous incombe en tant que fonctionnaire des Nations Unies, quelle réaction vous inspire cette invasion russe? Tout d'abord, on pense aux familles qui sont directement touchées et affectées en Ukraine. Je pense que nous souhaitons tous une sortie diplomatique de cette situation. On pense aussi aux Sénégalais qui, je crois, sont autour d'une centaine, qui sont des étudiants, puisque l'Ukraine a attiré beaucoup d'étudiants africains, je crois plus de 10 000 à peu près. Donc 100 Sénégalais, on souhaite évidemment qu'ils puissent qu'une solution puisse être trouvée pour eux, pour qu'ils ne soient pas non plus affectés. Évidemment, cette situation, alors que nous étions peut-être en début de reprise Covid, va avoir aussi un impact sur la situation économique et peut-être sociale aussi dans beaucoup de pays. Une mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale, pour le développement industriel? Tout à fait, puisque s'il y a un renchérissement des coûts des matières premières, et notamment énergétiques, mais aussi de certains biens alimentaires, notamment tirés des céréales, il est clair que cela peut porter atteinte à l'économie. Mais en même temps, cela renforce peut-être l'analyse que nous avons faite lors de la crise Covid, c'est que les pays, comme le Sénégal, mais beaucoup de pays africains, doivent justement accélérer leur transition vers beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de production locale pour fournir les biens et les services dont ils ont besoin au niveau national. Oui, production, transformation. Et c'est pour ça que le chemin que le Sénégal a dessiné avec le plan Sénégal émergent, qui a été renforcé récemment par le plan de relance économique et ce qu'on appelle le PAP 2A, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré, qui met, je dirais, l'accent sur l'industrialisation inclusive et durable, la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, et aussi le renforcement du secteur privé, plus d'égalité territoriale et de renforcement aussi des aspects sociaux. Donc cette direction-là doit être encore renforcée. Et il y a eu un développement, je dois dire, très positif que l'ONUDI a accompagné, c'est l'adoption l'année dernière d'une nouvelle politique et stratégie d'industrialisation 2021-2035 qui identifie 4 axes verticaux de développement de l'industrie et aussi 6 réformes indispensables pour cette industrialisation. Et si vous me permettez juste de citer rapidement les 4 axes, c'est vraiment tout ce qui est transformation des produits agricoles, sylvopastoraux et halieutiques, les produits de la pêche. Ensuite, de développer vraiment une industrie à partir de ces matières premières minérales et des hydrocarbures, donc pétrole et gaz, réussir à les transformer aussi sur place. L'industrie pharmaceutique et puis aussi des industries innovantes, qu'il s'agisse de tout ce qui est à base de numérique, mais aussi les industries d'assemblage comme l'automobile ou aussi je dirais tout ce qui est industrie créative, plus des réformes. Je veux aller assez vite. Les réformes, il y a 6 réformes à peu près, sont donc amélioration du cadre des affaires. Il y a aussi la mise à niveau industrielle des petites et moyennes entreprises du Sénégal pour qu'elles soient au niveau du marché international. Ensuite, c'est le capital humain, les infrastructures, le financement et la gouvernance. Donc pour la première fois, il y a une réforme importante qui va être mise en œuvre, c'est qu'il va y avoir un haut conseil présidentiel sur l'industrialisation 2 fois par an. Et donc, la question industrielle va remonter au plus haut niveau du président, qui pourra enfin faire les arbitrages, parce que pour réussir une industrialisation, en fait, il faut tous les outils
qui sont à la disposition du gouvernement, parce qu'il faut des infrastructures, il faut de l'énergie, il faut de la formation, il faut de l'éducation, il faut que tous les services, les ministères de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, de l'éducation, de la formation, etc., je pourrais continuer, mais aussi le secteur privé soient engagés, les collectivités territoriales, et pour tout cela, il faut avoir une gouvernance au plus haut niveau, et c'est ce qui est maintenant adopté dans le cadre de cette nouvelle politique et stratégie d'industrialisation 2021 et 2035. Alors, mais on va revenir sur ces questions. Tout à l'heure, on était en train de parler de la crise en Ukraine. On sait déjà que l'économie mondiale a été durement éprouvée et le rapport mondial 2021 de l'ONUDI le dit, et que les conséquences risquent même, selon les mots de votre directeur général Lee Young, de réduire à néant les efforts qui ont été consentis pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est un monde post-pandémie et comment se relance l'industrie au niveau mondial? Mais on se rend compte que finalement, cette économie mondiale est confrontée aujourd'hui à l'exigence d'une double résilience. C'est la pandémie, mais c'est aussi cette crise qui se déroule en Ukraine. Non, tout à fait. Dans notre rapport qui est daté 2022, qui était finalisé en 2021, mais qui est notre rapport sur le développement industriel 2022, il est vrai qu'on fait des constatations assez graves, puisqu'il y a à peu près 250 millions d'emplois qui ont été mis à risque avec cette crise, et aussi à peu près 100 millions de gens qui ont replongé dans la pauvreté, alors que nous étions dans un mouvement plutôt de sortie de pauvreté. Maintenant, quelles sont les conclusions qui ont été tirées de ce rapport? D'abord, ceux qui ont le plus d'industrie ou de secteurs industriels qui sont plus diversifiés s'en sortent mieux. Les pays dans lesquels il y a des entreprises d'une certaine taille, les entreprises les plus grosses s'en sortent mieux parce qu'elles ont réussi à se diversifier, peut-être à réorienter leur production. Par exemple, des industries textiles qui ont commencé à fabriquer des masques, ou des industries, je dirais, qui fabriquent d'habitude de l'alcool, qui se sont mis à faire des gels. Donc, il y a des entreprises qui ont cette agilité, mais celles qui souffrent, évidemment, ce sont les petites et moyennes entreprises, qui sont souvent informelles. C'est le cas au Sénégal, puisque vous avez pratiquement 95% du tissu économique au Sénégal qui est informel. Donc là, évidemment, ces entreprises-là sont moins organisées, ont moins de capacité de pouvoir se diversifier ou réagir. Et donc, ça a été un impact. Je voudrais dire une deuxième chose par rapport à ce que vous avez dit. C'est vrai que la préface de ce rapport a été faite par notre directeur général Lee Young, qui était de la République populaire de Chine. Entre-temps, en novembre, nous avons eu notre conférence générale et un nouveau directeur général a été élu. Et donc, c'est M. Gerd Müller, et cette fois-ci, c'est l'Allemagne. Donc, après une grande puissance industrielle comme la Chine, c'est maintenant une grande puissance industrielle comme l'Allemagne qui va guider notre organisation. Et avant de devenir directeur général, M. Gerd Müller était aussi venu au Sénégal en tant que ministre du gouvernement Merkel en charge de la coopération économique et avait surtout été venu pour soutenir l'industrie pharmaceutique du Sénégal avec une subvention importante pour favoriser la production des vaccins. Donc il avait déjà un lien très fort avec le Sénégal et on espère évidemment que ce lien, surtout avec la présidence de l'Union africaine par le Sénégal, ce lien ONUDI Sénégal et ONUDI Union africaine va se renforcer. Justement, parlons-en, puisque nous étions en train de parler de l'économie post-pandémie, encore que la pandémie n'est pas totalement terminée. L'industrie pharmaceutique sénégalaise, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que le Sénégal a pris cette préoccupation à bras-le-corps et que, oui, on aura une industrie pharmaceutique digne de son nom, capable de fabriquer des vaccins? Je sais que récemment, le président Macky Sall s'est rendu en Allemagne pour visiter le laboratoire BioNTech, mais le président allemand lui-même était au Sénégal récemment. Est-ce que l'industrie pharmaceutique pourrait connaître un nouveau départ?
Tout à fait. C'est un problème que l'ONUDI prend à cœur depuis plus de 15 ans, souvent avec un soutien très fort du gouvernement allemand, puisque nous avons aidé l'Union africaine à faire sa stratégie en matière d'industrie pharmaceutique. Il nous semblait vraiment dommageable, et plus que ça, presque un scandale, que l'Afrique, qui a plus de 2 milliards de population et qui va vers 2,5 milliards de population, doivent importer tous ces produits tous ces produits pharmaceutiques et sanitaires, alors qu'ils pourraient très bien être produits sur place, créer de nouvelles filières. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis plus de 15 ans, mais nous ne sommes pas restés sans agir, donc nous avons aidé l'Union africaine à faire sa stratégie. Nous avons aidé le secteur pharmaceutique africain à se regrouper, et donc il y a une association maintenant des fabricants de produits pharmaceutiques africains. Il y a maintenant une déclinaison au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi aidé l'Afrique de l'Ouest à faire sa feuille de route pour la feuille de route pharmaceutique, et nous avons fait aussi une feuille de route pour le Sénégal. Depuis 2 ans, le Sénégal a une feuille de route pour la mise en place de son industrie pharmaceutique. Nous avons aussi, avec l'OMS, mais aussi avec un financement allemand, établi un livre blanc sur la production des vaccins, sur lequel peut s'appuyer le Sénégal dans cette aventure. Et je pense qu'il s'agit d'un investissement très sérieux de l'Union européenne et de ce qu'ils appellent maintenant l'équipe Europe, Team Europe, qui est venue, mais il y a d'autres aussi acteurs comme le gouvernement américain et d'autres institutions multilatérales qui viennent pour soutenir cette production au Sénégal aussi au Rwanda et aussi dans d'autres pays. Mais le Sénégal a été vraiment un des pays qui a été choisi. Pourquoi? Parce que le Sénégal est déjà une excellence, un centre d'excellence avec l'Institut Pasteur de Dakar, qui a déjà vraiment des capacités reconnues et vraiment uniques, je dirais, en Afrique. J'ai pu rencontrer son directeur, son délégué, Monsieur Sall, et discuter de comment l'ONUDI va pouvoir accompagner aussi et soutenir l'Institut Pasteur de Dakar. J'ai pu m'entretenir aussi avec son Excellence le Président de la République d'Allemagne lorsqu'il est venu et qui a eu des gestes forts aussi pour confirmer cet investissement vraiment dans l'industrie pharmaceutique, aussi avec des représentants de BioNTech. Donc il a aujourd'hui, il y a une prise de conscience en Afrique et je dirais que le Sénégal est vraiment positionné pour pouvoir être un de ceux qui vont prendre vraiment directement en charge cette production de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques. Concrètement, on parle du lancement d'usines de production de vaccins à ARN au Sénégal et au Rwanda, avec déjà 50 millions de doses contre le Covid-19 en 2022. Bon, c'est un objectif vraiment très ambitieux et il faut vraiment tout faire pour pouvoir mettre tout ça en place. Vous y croyez? Bon, écoutez, au niveau de la production, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement, puisqu'il y a des capacités techniques. Peut-être un des aspects auxquels il faut penser, évidemment, c'est tout le cadre réglementaire, puisque avant de pouvoir produire, il faut déjà avoir tout un cadre réglementaire au niveau du gouvernement, au niveau des différents décrets, au niveau des structures qui peuvent vraiment approuver chaque étape. Nous avons fait un rapport en montrant que pour respecter les bonnes pratiques de fabrication, ce sont des normes internationales de l'OMS, il faut pratiquement 17 normes qu'il faut vraiment respecter. Donc tout ça doit être mis en place le plus rapidement possible et nous espérons que cet objectif peut être tenu en 2022 si vraiment tous les efforts sont faits pour accélérer les procédures, etc. Mais il y a des temps parfois qui sont incompressibles. Mais en tout cas… vous semblez émettre des réserves. Pourquoi? Parce qu'on part presque du néant du point de vue de l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on sait aussi ce qui s'est passé avec Médis, qui était la seule société qui fabriquait des médicaments au Sénégal. Et c'est pendant la Covid qu'on s'est rendu compte que cette société ne fonctionnait plus. Vous avez des réserves, vraiment? Non, je pense que l'avantage du Sénégal, c'est que le Sénégal a cette expérience, ne part pas de zéro. C'est vrai que ces compagnies, je pense, sont parties pour des raisons commerciales ou de rentabilité, pas pour des raisons techniques. Donc je pense que tout ça peut être mis en place. En tout cas,
nul ne peut écrire l'avenir. L'unique chose que l'on peut faire, c'est évidemment mettre le paquet, comme on dit, de faire que tous les aspects de cette production, parce qu'il n'y a pas simplement les aspects techniques de production dans une usine, il y a vraiment, comme je vous disais, tout le cadre. Il faut aussi former des gens, parce qu'il y a beaucoup, pour l'instant, les études de pharmacie au Sénégal sont concentrées beaucoup sur les officines, donc pour former des pharmaciens d'officine, mais pas beaucoup pour des pharmaciens d'industrie. Nous avons créé en Tanzanie un institut qui forme les cadres dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, avec des formations qui sont certifiées par les industries, qui sont certifiées par l'OMS et l'ONUDI. Et nous sommes tout à fait disposés, et nous l'avons déjà discuté de ces questions avec l'Institut Pasteur de Dakar, de mettre ces formations, ces modules de formation à disposition. Ils peuvent tout à fait être déplacés et mis en place au Sénégal pour former les cadres du Sénégal, mettre en place toutes les structures de soutien. Il ne s'agit pas de faire, je dirais, une industrie ad hoc. Et là, on parle d'un effort qui va se prolonger sur plusieurs années. Après le vaccin Covid, il y a d'autres vaccins qui vont être nécessaires, des produits qui soient aussi, je dirais, adaptés aux besoins des Africains, et donc de pouvoir fabriquer des médicaments pour les besoins des Africains. Comme je couvre le Cap-Vert, comme vous le dites, j'ai eu l'opportunité de visiter, on dit souvent, peut-être ce n'est pas la peine de développer votre industrie pharmaceutique parce que ça ne serait pas rentable, votre marché est trop petit. C'est ce qu'on a entendu pendant des années, ce qui a découragé aussi des pays de le faire parce qu'on a dit voilà, c'est moins cher d'importer. Mais en fait, je suis allé au Cap-Vert. Au Cap-Vert, ils ont une industrie pharmaceutique qui exploite plus de 70 principes actifs et qui produit plus de 100 produits avec une branche qui fait les produits secs, donc les comprimés, etc. Puis une autre branche qui fait les produits liquides, les crèmes, etc., pharmaceutiques. Donc, si un pays comme le Cap-Vert, qui a une population d'à peine 600 000 habitants, peut le faire, alors je pense que c'est un espoir aussi et une démonstration qu'en fait, en mettant les conditions en place, on peut tout à fait créer ces industries en Afrique subsaharienne et en Afrique de l'Ouest notamment. Le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, notre invité Christophe Yvetot, il est le représentant résident au Sénégal de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Alors, parlons de la coopération industrielle entre le Sénégal et l'ONUDI. Cela a donné concrètement quels résultats? Bon, tout d'abord, nous avons signé un accord entre l'ONUDI et le Sénégal, mis à part que nous avons depuis toujours un bureau de représentation que je dirige. Mais en plus de ça, on a développé un programme un peu spécial qu'on a mis en place dans 2 pays pilotes. D'abord l'Éthiopie et le Sénégal. Ce sont des programmes d'industrialisation accélérée. On s'est rendu compte que l'Asie a fait très vite, dans les 30 dernières années, a fait des pas de géant dans l'industrialisation, alors que l'Afrique est restée un peu en arrière. Et donc, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'industrie s'est bien développée en Asie. Nous n'avons pas fait notre révolution industrielle. Exactement. Oui. Et donc, on a essayé de voir comment est-ce que ce processus pourrait se mettre en place plus rapidement. Et tout d'abord, donc, on a un programme qui se décline en 4 actions. Et puis après, je vais aller vite pour vous dire les résultats. Oui. Mais ces 4 actions, c'est d'abord qu'il faut un leadership. Et donc, le leadership, il fallait que le programme soit demandé par la plus haute autorité. Il se trouve que il y avait un Premier ministre, il va y avoir de nouveau un Premier ministre. Ah oui. Mais à l'époque, le Premier ministre de l'époque, Mohamed Dione, qui était aussi un ancien collègue de l'ONUDI, et aussi le Premier ministre d'Éthiopie, ont écrit à l'ONUDI pour demander bénéficier de ce nouveau programme. Donc, 1, le leadership, 2, identifier les secteurs industriels prioritaires. Et nous avons fait une étude avec l'université de Pékin, ONUDI Université de Pékin, on a fait une étude et nous avons pu vraiment identifier les secteurs où il peut y avoir des victoires rapides, comme on dit. Alors, ça ne se fait pas en 2 ans, victoire rapide sur 5-10 ans. Des secteurs dans lesquels le Sénégal peut se positionner et devenir très compétitif. Donc, il y avait évidemment tout ce qui est agro-industrie, textile et aussi le cuir. Et donc, ça, ce sont les secteurs, j'y reviendrai, parce que c'est des secteurs qui sont en développement. Troisièmement, c'est mobiliser les investissements publics et privés. Et quatrièmement, réussir à établir des partenariats, parce qu'il faut beaucoup de partenaires pour réussir ce processus d'industrialisation. Alors, les résultats, après 5 ans,
il y a une évaluation qui est en cours, une évaluation indépendante internationale qui est en cours, mais je peux déjà livrer quelques résultats. Oui. Nous avions c'est d'abord le Sénégal qui est dans le lead, c'est-à-dire c'est le Sénégal qui dirige et nous faisons qu'accompagner, mais il y avait quelques grandes réformes importantes, des grands projets industriels. Il y avait d'abord la mise en place de zones économiques spéciales, oui. Donc il y a eu 2 lois et 4 décrets présidentiels qui ont été pris. Et aujourd'hui, il y a donc qu'est-ce que c'est la réforme sur les zones économiques spéciales? C'est un paquet incitatif qui permet à des entreprises nationales ou internationales d'avoir accès à un certain nombre d'incitations en matière de TVA, en matière fiscale, en matière de droit du travail et autres, qui leur permettent vraiment d'être attirés et de venir investir au Sénégal. 2, il y avait la mise en place d'infrastructures logistiques, des parcs industriels. On constate que lorsque les industries sont un peu éparpillées, elles dépensent beaucoup d'argent pour pouvoir s'installer, avoir accès au foncier, avoir accès au crédit, avoir accès à des services, alors que si on concentre toutes les industries, les entreprises dans une zone particulière, elles peuvent à Diamniadio, par exemple, le parc, la plateforme industrielle internationale de Diamniadio, ça permet de mutualiser, par exemple, mutualiser tout ce qui est assainissement, mutualiser même des services de santé, de cantine, de transport, d'électricité. Donc, que lorsqu'on crée ces espaces logistiques, on devient plus compétitif. Et puis, bon, je dis souvent ça, je compare ça à des hôtels 5 étoiles. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller quelque part essayer de s'installer dans le territoire sans savoir vraiment où se positionner, il y a des hôtels 5 étoiles où les entreprises peuvent venir, se brancher et tout de suite fonctionner. J'ai eu l'honneur d'être invité par son Excellence le Président Macky Sall le 6 juillet dernier pour poser la première pierre de la 2e phase du parc industriel de Diamniadio avec un investissement de Exim Bank China de 110 millions de dollars et 17 bâtiments vont être mis en place pour accueillir à peu près 25 à 30 entreprises. Donc ça va représenter un certain nombre d'emplois. Il y a déjà à peu près, il y a plus de 1000 emplois qui sont déjà déployés, mais on espère dans un moyen terme arriver à plus de 20 000 emplois. Donc voilà, ça, il faut un peu ces espaces pour que les entreprises soient confortables, je dirais, viennent s'installer au Sénégal. Il y a beaucoup de concurrence internationale, donc il faut mettre en place des espaces où la logistique fonctionne. Aussi, un troisième volet, ce sont les agropoles. Ouais. Donc, pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que sont les agropoles, ce sont des pôles de croissance agro-industriels. Donc, c'est au niveau d'une région. Prenons la région sud, la Casamance. C'est vraiment comment mettre tous les acteurs au niveau territorial, les municipalités, les conseils généraux, tous les acteurs publics, les universités, les écoles, mais aussi les petits producteurs, et les mettre, et toutes les chaînes de valeur, les mettre ensemble pour voir comment on peut améliorer la chaîne de valeur, comme on dit, de la ferme à la fourchette, et du consommateur au producteur. Et aujourd'hui déjà, nous avons posé la première pierre le 20 décembre dernier de l'Agropole Sud. J'ai déjà rencontré des industriels qui ont déjà leur marché, qui ont déjà des commandes et qui s'installent pour faire de la transformation d'anacarde, de la transformation de mangue, et qui devraient embaucher et développer leurs activités dans les temps qui viennent. D'accord. Il y a 2 finalités qui sont visées. C'est d'abord, il faut que l'autosuffisance soit assurée. Prenons l'exemple du riz, qui est quand même une denrée que les Sénégalais consomment le plus, avec souvent d'ailleurs des tensions. C'est vrai, il y a une baisse qui est notée depuis quelques jours sur le riz, le sucre, l'huile, mais on parlait tout à l'heure du contexte de flambée des prix du fait de la crise en Ukraine. Donc, le premier objectif, c'est l'autosuffisance. Pourquoi le Sénégal peine à atteindre l'autosuffisance? Exemple précis sur le riz. Ben, tout à fait. Tout d'abord, il y a 2 objectifs. Un, c'est l'autosuffisance, c'est de la substitution aux importations. Et ça, c'est le cas du riz, évidemment. Et aussi, le deuxième, c'est après, lorsqu'on a des surplus, pouvoir aussi exporter pour avoir des devises. Mais sur le riz, c'est vrai que c'est un gros défi. Et c'est pour ça que dans les semaines qui viennent,
l'ONUDI déjà s'est vu confier par un accord avec le gouvernement du Sénégal pour commencer à développer l'agropôle Nord. Et donc il s'agit d'une étude de faisabilité que nous allons mener, donc ça peut paraître abstrait. Mais en gros, c'est une étude avec vraiment une équipe à peu près 10 personnes avec des compétences nationales et internationales qui va revoir à 360 degrés quels sont les besoins et quels sont les blocages. Et à partir de là, de mettre en place tout un plan d'action, d'activité à mettre en place pour pouvoir réussir à faire cette indépendance, notamment dans le domaine du riz, parce qu'il y a plusieurs chaînes de valeur, le riz, mais aussi tout ce qui est élevage, avec les dérivés, cuir, lait, viande, et aussi les produits maraîchers. Mais sur le riz, par exemple, certainement que les besoins vont être identifiés en termes d'irrigation, en termes de peut-être d'organisation sociale, parce que savoir quelle est la part du public, du privé, les petits producteurs, les grands producteurs, la formation, les infrastructures, l'énergie. Donc tout cela va être vu et déjà nous avons des partenaires qui se sont engagés, comme la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, le Japon. Donc nous avons des gros partenaires qui sont là prêts à investir, mais par rapport aux autres agropoles, nous allons peut-être aussi innover parce que nous allons faire venir tous les partenaires. Dès le début, nous allons inviter tous les partenaires. Il y a le G50 qu'on appelle, c'est le groupe avec tous les partenaires au développement du Sénégal. Nous allons faire venir le secteur privé, nous allons faire venir tous les ministères concernés pour avancer ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'étude va identifier des problèmes, on va pouvoir vraiment les poser. Et ceux qui ont des instruments vont pouvoir déjà se positionner, créer un centre d'excellence, financer une route ou l'énergie. Le Sénégal ne manque pas, je dirais, de partenaires. Il y a beaucoup de faits autour du berceau, je dirais. Et par exemple, on sait bien que les États-Unis ont signé récemment de gros contrats pour l'électrification du Sénégal et qui pourraient rediriger les investissements vers les sites productifs, par exemple. La population, mais aussi les sites productifs. Et donc, si on vient avec tous les partenaires, je suis sûr qu'on va faire pour la première fois peut-être un exercice conjoint d'identification et d'avoir ce partenariat qui manque souvent parce que souvent les réformes, bon, c'est pas le propre du Sénégal, c'est vrai, mais c'est vrai que parfois chacun travaille un peu en silo et que pour une fois, on va essayer de travailler tous ensemble. Tout le système des Nations Unies, tous les partenaires au développement, le secteur privé, le gouvernement évidemment qui est dans le lead. Voilà. Oui, sauf que vous ne m'avez pas encore dit ce qui coince, pourquoi on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance. Ben, c'est ce que l'étude de faisabilité va essayer d'identifier très finement et de proposer on a déjà un peu des informations, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une étude que je dirais, objective avec les plus grands experts qui va nous dire exactement ce qu'il faut faire. Il y a déjà des financiers derrière. Dès que l'étude sera finalisée, ce sont des études très poussées, hein, c'est 1000 pages. Pour l'agropôle sud, c'était 1000 pages, 60 chapitres. Donc c'est vraiment, on revoit tous les aspects qui sont nécessaires. Aujourd'hui, on va vers la création d'une agropôle Nord. Tout à fait. Et cette décision du gouvernement d'augmenter de 32 francs le prix aux producteurs pour inciter justement les investissements dans la culture du riz, vous en pensez quoi? Ben, tout ce qui est fait pour permettre la production. Si l'objectif c'est la production, il faut mettre tous les moyens. Alors évidemment, nous recommandons évidemment qu'on travaille au plus près, comment dirais-je, du marché. C'est-à-dire que pour que les entreprises puissent être durables, il faut qu'elles travaillent le plus possible proche des conditions du marché. Maintenant, il est vrai que l'État a des instruments, parce que si d'un côté l'État souhaite le développement d'un secteur, mais que de l'autre côté, une autre partie du gouvernement taxe fortement ou a des procédures qui empêchent ce secteur de se développer, c'est pour ça qu'on est très content qu'il y ait un haut conseil sur l'industrialisation au niveau maintenant du chef de l'État, qui devrait être mis en place avec la nouvelle politique et stratégie d'industrialisation. Pourquoi? Parce qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent il y a le gouvernement vraiment met tout en faveur de l'industrialisation, mais en même temps,
tous les ministères ne sont pas en ligne. Donc il se peut qu'on soutienne l'industrialisation et de l'autre côté qu'il y ait des nouvelles taxes ou qu'il y ait de nouveaux obstacles. Et donc cette étude permettra aussi de dire voilà, si vous voulez développer le secteur du riz, il y a des conditions qu'il faut mettre en place pour avoir les compétences, des conditions techniques, mais aussi il y aura certainement des incitations du gouvernement ou peut-être que le gouvernement peut aussi, je dirais, des fois diminuer la charge ou en tout cas simplifier les conditions de production. Ok. Autosuffisance et puis penser à l'exportation, mais une industrie aussi, sa finalité c'est de créer des emplois. Quelle réflexion vous inspire la lancinante question du chômage des jeunes, donc de l'emploi des jeunes? Ben, tout d'abord, c'est vrai que parfois on oublie, et c'est un peu dommage de dire que la question de l'industrialisation, c'est avant la question de l'emploi et du bien-être des populations. Nous avons rendu un rapport il y a 2 ans sur industrialisation et le bien-être des populations, et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un pourcentage de croissance de l'industrie et de sa contribution au produit intérieur brut, vous avez plus d'accès aux services de santé et d'éducation, une plus haute espérance de vie, une plus grande égalité homme-femme, parce que souvent dans les secteurs industriels, c'est beaucoup des femmes qui sont employées, donc elles ont un revenu stable. Et donc il y a un lien direct entre industrialisation et bien-être des populations. Mais pourquoi? Parce que c'est par l'emploi. Et puis, lorsqu'on se concentre aussi sur des industries qui sont des industries de main-d'œuvre, comme par exemple l'agro-industrie est une industrie encore de main-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de plus en plus de robotisation. Et même certains disent que c'est plus la peine, c'est trop tard pour l'Afrique pour s'industrialiser, parce que maintenant il y a des pays qui ont tellement robotisé que ça coûte moins cher de le faire dans ces pays. Je pense qu'il y a encore une fenêtre de tir, peut-être encore une dizaine d'années, mais il y a beaucoup de place encore pour avoir beaucoup d'emplois dans les secteurs de l'agro-industrie, avec des emplois à la fois pour des gens très peu qualifiés, et puis aussi des emplois pour des gens très qualifiés, parce que vous allez avoir des gens qui s'occupent, par exemple, je rencontrais un industriel qui est en train de mettre en place son usine en Casamance. Il a déjà un gros contrat en Europe, donc il a déjà garanti son contrat. Maintenant, il est en train de travailler sur donc les anacardes. Il va amener un peu d'automatisation sur décortiquer les anacardes, alors que ça se faisait un peu à la main. Et là, il va devenir plus productif, mais il va avoir beaucoup d'emplois donc en aval pour qu'on dirait toaster, enfin griller les anacardes, mettre en paquet, etc. Vous avez beaucoup. Pour un emploi dans l'industrie, en Europe et aux États-Unis, vous en avez 3 dans les services qui sont liés, mais en Afrique, c'est plus encore, ça peut être 5 à 10. Donc vous allez avoir, à partir de cette activité vraiment purement industrielle, beaucoup d'emplois dans le packaging, la communication, le transport, banque, assurance. Et puis, si vous avez plus d'entreprises qui s'installent en Casamance, c'est l'hôtellerie, c'est le secteur immobilier local, c'est la consommation, puisque les gens vont consommer plus, ceux qui travaillent qui ont un emploi stable, ils vont améliorer leur habitat, envoyer leurs enfants à l'école, prendre des assurances santé. Donc vous voyez, dès que vous démarrez cette activité, c'est un peu comme une réaction en chaîne de type nucléaire. Dès que vous commencez à travailler sur la question de transformation, tout d'un coup vous avez tout un ensemble d'activités qui se créent autour, et c'est ça qui fait la force de l'industrialisation. Et c'est pour ça que si vous regardez l'histoire des 30 dernières années, il n'y a pas un pays qui a pu créer de façon massive des emplois sans passer par cette phase d'industrialisation. Justement, vous dites industrialisez-vous, comme disait l'autre, pour créer des emplois. À côté de cette industrialisation indispensable, il y a aussi la politique de l'État, des grandes infrastructures, des grands projets, le TER par exemple, le BRT qui va arriver, les stades. On vient d'inaugurer un nouveau stade du nom d'Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal. Alors, pour l'ONUDI, une option à encourager, ou vous dites plutôt attention aux finances publiques et à l'endettement? Bon, tout d'abord, c'est vrai que si on regarde le Sénégal, moi je suis venu la première fois au Sénégal en 1994, et donc le Sénégal a beaucoup changé. Il y avait beaucoup de régions qui étaient quand même isolées, parce qu'elles n'avaient pas accès à un réseau routier moderne.
Aujourd'hui, on peut prendre sa voiture et en 2 heures aller dans le Sine Saloum. Je me souviens qu'à l'époque, pour aller même à Sali, on mettait 3 ou 4 heures. Aujourd'hui, en 45 minutes, on est à Sali, on y va même parfois pour déjeuner et on revient. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les infrastructures sont indispensables. Maintenant, on est dans une période, peut-être à cause de la crise Covid aussi, où les États sont plus endettés. Donc, peut-être qu'il faut concentrer, je dirais, bon, il faut continuer à assurer des conditions de transport et le TER, le BRT sont bienvenus. Le BRT aussi va changer beaucoup les conditions de circulation. Pas de réserve sur les coûts, sur le TER par exemple? Ça peut toujours être discuté, ça a toujours été discutable dans tous les pays. Mais en fait, on s'aperçoit que les infrastructures sont tout à fait rentabilisées et surtout utilisées. Et si on veut une ville durable, il faut aussi mettre en place des moyens de transport collectifs. L'ONUDI n'a pas de réserve sur ça? Non, non, pas du tout. TER. Non, non, parce qu'il faut vraiment... vous allez voir que ce train va être utilisé de façon très... Quand la ville de Diamniadio et petit à petit, les gens... Au début, ça a été... Il y a eu les mêmes questions avec l'autoroute. Oui. On disait, oui, l'autoroute, pourquoi? Et puis dans quelques années, on critiquera peut-être le fait qu'il n'y a pas déjà 3 voies ou 4 voies de chaque côté, parce que vous avez un pays qui double sa population tous les 20 ans, et donc il faut évidemment avoir les infrastructures. Maintenant, si évidemment... Sauf que pour certains, on aurait mieux gagné à investir sur un train même qui roulerait avec du diesel, mais qui irait presque un peu partout dans le pays, plutôt que d'investir plus de 700 milliards de francs CFA hors taxe sur un train qui va s'arrêter à Diamniadio. C'est vrai, il est prévu dans une seconde phase d'aller jusqu'à AIBD. Presque un millier de milliards. Bon, ça c'est un débat qui reste ouvert. Nous, ce que l'on voit, et ce que peut-être dans nos discussions, en tout cas avec le gouvernement, ce que l'on recommande en tout cas, c'est que comme le gros défi c'est quand même l'emploi, c'est peut-être de se concentrer, ou en tout cas de donner une priorité aux infrastructures productives. Parce que lorsque vous avez une infrastructure productive, comme les agropoles ou les parcs industriels, vous allez avoir des industriels qui vont venir, vous allez avoir des emplois, et donc vous allez aussi créer les conditions du remboursement du prêt, puisque les gens vont travailler, ils vont payer des impôts, les entreprises qui sont là vont payer aussi des impôts, et donc vous créez, avec ces infrastructures productives, les moyens du remboursement. Donc voilà, ça c'est, et en plus vous créez des emplois. Donc voilà, il faut des infrastructures de toutes sortes, de transport, etc. Et évidemment, il y a encore des zones qui sont isolées, et si on veut pouvoir les connecter au marché national, mais au marché aussi international, il faut évidemment, on s'est rendu avec l'équipe des Nations Unies dans la région nord, il y a encore beaucoup de zones enclavées, et donc il était très intéressant de voir que le président de la Banque africaine de développement est venu signer avec le ministre de l'économie un grand programme d'accélération industrielle il y a quelques semaines, mais aussi avec un programme pour aussi désenclaver notamment des zones dans le nord, et ça va appuyer aussi l'Agropole Nord, puis ça va permettre à des petits agriculteurs, ou des services et des activités minières d'avoir beaucoup plus d'accès au marché national et international. On va y aller très très vite. Nous recevons Christophe Yvetot dans votre émission le jeudi dimanche. Il est le représentant résident au Sénégal de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il couvre le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau. Faisons maintenant la cartographie environnementale de l'industrie sénégalaise. Vous avez identifié, si j'ai bien lu vos documents, 300 sites industriels au Sénégal? Tout à fait, ça fait partie d'un projet que nous avons qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. C'est un projet qui s'appelle Ville durable. Et dans ce projet, dont la Banque mondiale s'occupe d'un volet et nous occupons du volet un peu économique et industriel,
L'idée, c'est de voir comment les activités industrielles et les activités résidentielles dans une ville peuvent cohabiter. Évidemment, elles peuvent cohabiter si les activités industrielles sont non polluantes. Tout à fait. Vous avez identifié des sources de pollution. C'est le transport, la production de l'électricité et de la chaleur. Ce que vous préconisez, c'est qu'il faut faire de l'industrie verte, de l'économie verte. Autrement dit, il faut fermer certains sites industriels ici au Sénégal? Bon, l'idée, évidemment, ce n'est pas peut-être de fermer des sites qui emploient beaucoup de gens ou qui sont utiles pour le pays. Maintenant, c'est de voir comment les rendre neutres au niveau environnemental. Et nous venons de sortir un rapport qui identifie un peu toutes les industries polluantes avec différents types de pollution, chimiques, plastiques, de différents produits dangereux, d'huile usagée, donc de toutes sortes. Il suffit d'aller voir dans la baie de Han, ce n'est pas une découverte, mais maintenant nous savons un peu le type de pollution, leur quantité, et en fait on peut tout à fait dépolluer ces activités, on peut tout à fait traiter ces activités, plutôt que de les fermer, c'est plutôt réussir à les dépolluer. Et la baie de Han, il y a un gros projet maintenant qui est là, qui je crois financé par l'Union européenne. Mais nous allons agir au niveau des sites industriels parce qu'il y a plusieurs pollutions, la pollution industrielle, la pollution aussi résidentielle. Et donc au niveau des sites industriels, ce que nous proposons, notamment dans le cadre du nouveau PSE vert, vous savez qu'il y a le PSE vert les travaux ont commencé à être lancés pour identifier un certain nombre de secteurs prioritaires. Et le secteur industriel et de l'énergie ont été considérés prioritaires. Et nous, ce que nous proposons, c'est de vraiment mettre à niveau environnemental toutes ces industries. Donc il faut investir, il faut des investissements publics et privés. Souvent, ce qui se passe est dans ce processus de mise à niveau industriel, les industriels se voient rembourser parfois 10, se voient accompagnés aussi sur le plan technique, mais aussi se voient rembourser parfois 10 à 20% de l'investissement. Donc c'est une incitation et cette incitation conduit souvent à avoir des industries beaucoup moins polluantes. En même temps qu'elles deviennent moins polluantes, on s'est rendu compte, et c'est un peu ça l'incitation, ou en tout cas le message que nous voulons faire passer, c'est qu'en même temps, elles deviennent plus compétitives, parce que souvent la pollution c'est aussi un dysfonctionnement quelque part ou un mauvais fonctionnement. Et donc il y a la possibilité vraiment de développer à travers cela des industries vertes, des industries non polluantes. Et quelles sont ces incitations? Les incitations, pourquoi j'aurais intérêt à aller vers les industries vertes? D'abord, il y a parfois des couperets parce que si le gouvernement décide qu'à un certain niveau de pollution, vous allez devoir fermer votre activité. Donc là, il y a un peu la contrainte, je dirais. Mais après, il y a aussi les incitations. Nous, on préfère les incitations parce que c'est plutôt faire un partenariat avec le secteur privé. Parce que le secteur privé contribue aussi à la richesse nationale. S'il crée de l'énergie, s'il crée tel produit, il emploie des gens, il contribue à la richesse nationale. Maintenant, est-ce que le secteur public et le secteur privé ne peuvent pas regarder un objectif commun et y aller ensemble? Et donc les incitations elles peuvent être fiscales, elles peuvent être aussi par des programmes. Par exemple, l'UDI, nous avons l'habitude de faire ce type de programme, notamment en partenariat avec le bureau de mise à niveau que nous avons mis en place avec l'Agence française de développement depuis 2004. Et qui accompagne, dont on a fait, dont le NUDI a transféré toutes les méthodologies et les outils pour mesurer la performance environnementale. Et maintenant, le bureau de mise à niveau du Sénégal fait partie de notre réseau de centres de production propre qui est mondial. Et donc, il a la technologie maintenant pour accompagner les entreprises sur le plan technique, identifier les problèmes qui se posent en termes de pollution, mais aussi trouver des solutions techniques. Après, les solutions techniques donnent lieu à quoi? Il faut former les gens, il faut amener des nouvelles technologies souvent. Et donc là, l'entreprise peut se voir rembourser une partie. Souvent, les frais d'accompagnement technique sont pris en charge par le programme, mais dès qu'il faut investir dans de nouveaux équipements, c'est à l'entreprise de faire son investissement, mais elle peut être accompagnée par un fonds de mise à niveau qui permet de rembourser parfois 10 ou 20% de la facture, ce qui incite des entreprises à aller vers ce choix. Il y a un autre argument, c'est que de plus en plus d'entreprises, notamment celles qui exportent, risquent aussi d'avoir des obstacles
non tarifaires à leurs exportations, parce que les marchés d'importation sont de plus en plus exigeants, et que si sur leurs produits, elles ont toutes les certifications environnementales, elles peuvent continuer à garder leur marché à l'extérieur. J'ai une petite curiosité, la fameuse décharge de Mbebes. La recommandation, c'est vraiment de la fermer? Je crois qu'il y a pour l'instant, je n'ai pas suivi malheureusement celle-ci de près, mais je crois qu'il y a des investissements importants qui sont faits, notamment par l'Union européenne, je crois, pour pouvoir traiter cette question. Nous, ce que nous recommandons, c'est de passer vraiment de l'enfouissement des déchets à passer à une économie circulaire, où avant même de produire des déchets, dès la production, c'est ce qu'on appelle le principe, comment dirais-je, de la responsabilité étendue du producteur. Ça veut dire que si vous produisez par exemple des boissons, non seulement vous devez assurer au consommateur que la boisson va être bonne pour sa consommation, mais vous devez penser qu'est-ce qu'il va faire de la bouteille. Et donc, pour chaque produit, même pour les automobiles, pour tout produit, la responsabilité étendue du producteur, ça veut dire qu'on va obliger le producteur à penser aux futurs déchets dès le départ. Le sommet Europe-Afrique s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles. Les besoins pour l'Afrique, pour amortir le choc de la pandémie, sont estimés à 221 milliards de francs CFA, dont 150 milliards qui devraient relever de la contribution de l'Union européenne. Mais ma curiosité, c'est la transition énergétique. Un pays comme le Sénégal est appelé en 2023, fin 2023 ou plus tard, en tout cas 2024, d'avoir ses premiers barils de pétrole, ses premiers mètres cubes de gaz, avec une loi d'ailleurs qui vient d'être votée sur le partage de ces ressources qui seront tirées de l'exploitation du gaz et du pétrole. Mais cette transition énergétique, est-ce qu'elle risque de ne pas poser problème? Et ce n'est pas une façon de dire, ah ben, votre pétrole, votre gaz, c'est bien, mais vous risquez de ne pas l'exploiter et donc vous risquez de ne pas pouvoir vous industrialiser. Vous dites, non, bah, écoutez, je pense que d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, le Sénégal s'est mis vraiment dans la démarche d'aller vers une transition énergétique avec de plus en plus d'énergie renouvelable. Il s'est fixé d'ici à 2030 d'avoir 30% d'énergie renouvelable. Mix énergétique. Vous avez déjà des parcs quand même très importants, comme Vertiès. Il y a ce parc important, 92 000 panneaux solaires. Il y en a d'autres, 60 000 panneaux solaires. Donc vous commencez à avoir des infrastructures les plus grosses d'Afrique de l'Ouest. Alors non seulement c'est bon pour l'économie et le coût de l'énergie au Sénégal, mais ça va positionner aussi le Sénégal comme un leader qui peut ensuite transférer. Donc ce sont des secteurs d'activité nouvelles qui sont vraiment intéressants. Maintenant, il y a des nouvelles sources qui arrivent. De toute façon, le Sénégal aujourd'hui importe ces sources, puisque encore on a un mix qui est encore plus ou moins de 20%, 80%. Donc de toute façon, le Sénégal, un des coûts, un des poids dans sa balance commerciale qui est déficitaire, c'est l'importation de sources d'énergie. Absolument. Si elle est créée localement, le coût sera moindre dans les finances publiques. Donc le est d'accord pour quand même que le Sénégal exploite son pétrole et son gaz. Tout à fait. Tout à fait. Il faut que les pays aient la capacité de développer. Après, maintenant, on peut appeler ces énergies des énergies de transition. Personne, mais je connais même aucun pays qui va totalement abandonner les énergies fossiles du jour au lendemain. Ce sont des transitions longues. Donc, le Sénégal est en train de se mettre vraiment en ordre de marche pour avoir le plus possible d'énergie durable. Et même dans le parc industriel de Diamniadio, grâce à un soutien aussi du gouvernement français et d'une entreprise privée, il y a maintenant un parc solaire qui permet de faire baisser le coût de l'énergie pour les entreprises qui sont dans le parc industriel de Diamniadio. Donc on va essayer de soutenir cette énergie solaire ou éolienne pour les agropoles aussi. Mais si le Sénégal maintenant a la possibilité d'avoir du gaz que de toute façon il importe, ou du pétrole qu'il importe et qui peut le produire, pourquoi pas avoir cette énergie qu'on peut estimer de transition. Et peu à peu, si un jour, progressivement, et c'est le cas, les énergies renouvelables, le coût des énergies renouvelables baisse, aller de plus en plus dans cette voie. Mais ce n'est pas incompatible du tout. Et au contraire, le Sénégal a cette chance d'avoir, comme on sait qu'il risque d'y avoir des tensions bientôt sur le gaz et le pétrole, déjà, les prix montent, le Sénégal ne doit pas s'interdire. D'ailleurs, si on parle du gaz, même dans le mix énergétique de l'Union européenne, il a été qualifié d'énergie de transition. Donc,
Alors, l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi une préoccupation pour vous, puisque vous suivez ces questions-là, mais surtout au niveau du Sahel. Je disais tout à l'heure que vous étiez aussi le représentant de l'ONUDI au Cap-Vert, en Mauritanie, en Gambie, en Guinée-Bissau. La sécurité est une préoccupation aujourd'hui dans cet espace. C'est une préoccupation pour vous aussi? Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, mais il n'y a pas aussi de sécurité sans développement. Donc il faut malheureusement, je dirais, s'occuper des deux préoccupations en même temps. Donc quand on voit nos analyses, c'est que par exemple dans beaucoup des pays du Burkina Faso, du Mali, la façon dont les groupes terroristes se sont, comment dirais-je, insérés dans la société, c'est au départ avec des actions basiques de développement, en construisant un puits, en achetant des produits agricoles locaux un peu plus chers, et petit à petit ils se sont installés comme cela. Mais ce sont des activités de développement que l'État ou les partenaires peuvent tout à fait développer. Et c'est pour ça, je crois aussi, que son Excellence, le Président de la République, Macky Sall, a aussi, au-delà des 3 agropoles qui étaient prévus au départ, il y a une agropole un peu qui s'est spontanément développée à Sandiara, qui va se développer, mais aussi un agropole Est, pour justement dans toute la région de Tambacounda, Kédougou, où il y a un potentiel énorme d'agriculture, de pouvoir avoir là des activités qui permettent justement de réduire la pauvreté, donner des revenus aux gens, et c'est par ce développement qu'on évitera, on l'espère, les questions ensuite de sécurité. Et même si vous prenez la région du Sahel, nous travaillons beaucoup en ce moment sur ces questions pour le Sahel, pour essayer de définir une nouvelle vision pour le Sahel, qui ne soit pas uniquement concentrée sur les questions humanitaires ou de sécurité. Elle reste évidemment importante et prioritaire, oui, mais il faut une vision à moyen et long terme. Comment faire pour permettre à ces pays de devenir quand même plus résilients, parce que finalement c'est la résilience qui va empêcher, comment dirais-je, la tache d'huile. Et donc c'est par la résilience, par la prise en compte quand même que dans tous ces pays, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu un doublement de la population dans les 30 dernières années, mais une production industrielle qui est soit stagnée, soit chutée. Donc vous êtes toujours plus nombreux autour de la table, mais le gâteau au milieu est resté le même. Donc cela finit par chacun avoir une miette au lieu d'avoir une belle part. C'est un peu une image un peu facile, mais il faut remettre la production au centre des questions de développement du Sahel pour permettre aux gens de travailler et d'avoir un revenu de leur travail. Et c'est en permettant ce développement que l'État aura des ressources. Ces ressources pourront être utilisées pour l'éducation, la santé, les infrastructures, et de remettre ce mode de développement, de remettre ces régions en marche. Et le président Macky Sall, qui est président en exercice de l'Union africaine, une occasion d'aller encore plus loin par rapport à la ZLECAf, zone économique de libre-échange, un stimulant pour l'industrie ou l'industrialisation de l'Afrique, cette ZLECAf. Tout à fait. Bah, si vous lisez de façon attentive le discours d'intronisation du président de la République comme président de l'Union africaine, il a posé le problème de façon très claire. Et c'est peut-être, je dirais, une révolution par rapport aux 30 dernières années. C'est qu'il a bien expliqué, regardons les ressources que nous avons en Afrique, et qu'en fait, il a bien indiqué, nous avons toutes les ressources, mais nous ne les exploitons pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fixé comme cap? Il a dit maintenant, ce qu'il faut réussir, c'est qu'avec chacun de nos partenaires, et il y en a beaucoup, et l'Afrique a de la chance d'avoir beaucoup de partenaires, maintenant c'est ça qu'il faut négocier, de voir comment créer des partenariats gagnant-gagnant. Il a commencé avec le sommet Chine-Afrique. Chine-Afrique, oui. Ensuite, avec le sommet Afrique-Union européenne, avec peut-être des investissements importants. Vous avez parlé de 150 milliards. Lui-même a dit dans son discours que l'aide ne suffira pas. Ce qu'il faut se développer, c'est l'investissement. Et donc de pouvoir mettre assez d'argent pour ensuite lever des investissements privés. Et donc, il y a ce Global Gateway que l'Union européenne a proposé pour lever des investissements privés. Ensuite, il y a cette question des droits de tirage spéciaux,
qui peut quand même, il a été prévu à peu près 100 milliards d'argent nouveau qui pourrait arriver pour aider les pays africains à faire face à cette, comment dirais-je, les conséquences de la pandémie, mais aussi, nous pensons que ce serait une opportunité pour, si cet argent arrive, nouveau, que les pays vraiment le concentrent sur les activités productives. Ce sont celles qui vont leur permettre d'exploiter leurs ressources. Oui. Dernière question, est-ce que les partenaires au développement du Sénégal souffrent de l'absence d'un Premier ministre? Bien, je crois que d'abord, ce n'est pas à nous de décider la forme institutionnelle. Oui, on le sait. Mais on le sait qu'en général, dans les pays qui ont un système un peu similaire à celui du Sénégal, il est vrai que le Premier ministre est un peu occupé à la mise en œuvre tous les jours, la coordination, etc. Et il est vrai que si le président se retrouve en première ligne, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et c'est vrai que d'avoir un Premier ministre est assez utile. Et notamment, je crois que le président aussi a justifié la remise en place institutionnelle d'un ou d'une première ministre. C'est aussi qu'avec la tâche qui va être la sienne pendant cette année en tant que président de l'Union africaine, va lui prendre beaucoup de temps. Vous espérez que ce Premier ministre sera nommé prochainement? Écoutez, je pense que j'imagine que c'est prévu, c'est ce qui a été prévu. La réforme est là, donc j'imagine qu'elle va se mettre en œuvre. Et donc nous sommes au service du Sénégal. Et donc dès que, évidemment, les nominations seront faites, nous souhaiterons évidemment la bienvenue. Nous mettrons au service du gouvernement pour voir comment, au mieux, dans la continuation de ce que nous avons déjà mis en place. Vous m'avez demandé quels résultats nous avions obtenus. La loi sur les zones économiques spéciales est en place. Il y a 4 zones économiques spéciales qui sont en développement, un parc industriel, 3 agropoles, un hub minier régional, des études sur l'automobile, le cuir et la transformation minière, et beaucoup de projets divers et variés. Donc voilà, c'est un résultat très positif qui a permis de mobiliser plus d'1 milliard de dollars dans les activités productives. Et donc voilà, nous sommes contents d'être là, d'avoir accompagné le Sénégal et le plan Sénégal émergent et d'aller encore plus loin dans les prochaines années. Christophe Yvetot était l'invité du jury du dimanche. Il est le représentant résident au Sénégal de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il couvre le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau. JDD présenté par Mahmoud Ibra Kane avec une mention spéciale pour Adama Anouchkaba, notre reine championne d'Afrique, élue meilleure présentatrice télé en Afrique. Ben voilà, c'est une fierté pour nous tous et pour le groupe Imedia. Imedia.sn qui va faire le compte rendu de cette émission. Dieba au texte, Pape Doudou Diallo à la photo, réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Taba. Réalisation technique, Iba Marsen, Sidi Nyankou. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et on sera déjà au mois de mars. Merci.